Bonjour Madame la Terre, on est attendez que je vérifie, le 26 juin 2013, il est 7h33. Alors aujourd'hui, je vais commencer par parler de vous, parce qu'il a été question de vous dans quelques articles du Financial Times, et enfin de vous et des assureurs, parce que les assureurs disent que ils peuvent plus mettre de réserves suffisantes pour les résultats du changement climatique, et en particulier de la montée des eaux. Alors, nous vivons dans un monde où, comme vous le savez, il y a des gens très très riches, et ces gens-là riches veulent habiter au bord de l'eau, et l'eau monte. Voilà, elle a monté de 20 centimètres en 100 ans, c'est pas mal. Et le rythme actuel, c'est qu'elle est en train de monter à peu près 3 millimètres par an. Alors ça a l'air de rien, mais ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ça veut dire que des pays comme le Bangladesh sont tout à fait menacés, que l'Angleterre est entièrement menacée aussi, et que si on voulait protéger, voilà, les côtes, eh bien il faudrait faire des travaux véritablement massifs. Et ces travaux ne sont pas faits, et par conséquent, les compagnies d'assurance disent, on peut pas, les États ne peuvent pas nous demander qu'il faut assurer tout le monde sur tout, comme les tremblements de terre, les inondations, etc., s'ils ne font pas les travaux nécessaires pour empêcher que les inondations, enfin les tremblements de terre c'est une autre affaire, mais que les inondations envahissent les terres. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que pendant ce temps-là, les primes d'assurance étaient en train de baisser. Et ça c'est formidable, parce que ça c'est une chose qui m'intéresse vraiment, c'est le fait que, comme les gens ne savent pas où placer leurs gros sous, enfin ceux qui en ont, hein, ceux qui participent à la concentration extrême de la richesse, eh bien ils sont allés mettre ça dans les compagnies de réassurance. Dans les compagnies de réassurance, et comme ils se bousculent, eh bien ça coûte moins cher de réassurer, et par conséquent ça a un impact sur la prime de risque, qui diminue et qui n'évalue plus le risque correctement. Alors ça, c'est les genres de subtilité dans la formation des prix qui est ma spécialité. Il faut que je fasse encore un effort supplémentaire, puisque les gens n'ont toujours pas compris comment c'était possible qu'en 2010, ce soit les Credit Default Swap qui a enfoncé la Grèce au départ, parce qu'ils me viennent toujours avec des arguments qui sont produits simplement à partir du fait que les gens ne comprennent pas comment se fait un prix. Alors ça va être quand même l'effort supplémentaire dans le prochain livre qu'il faudra écrire, c'est expliquer comment fonctionne un taux d'intérêt. Alors, ce qu'il faudra expliquer aussi, c'est le travail. Voilà, le travail. Il y avait très beau papier de Matteo Alalouf, que j'ai connu il y a très très longtemps, 40 ans, 50 ans, à ce sujet-là, qui est sur le blog. Et puis, voilà. Et oui, mais il y a encore une autre chose dont il faut parler, c'est la monnaie. J'en ai déjà parlé un petit peu, l'argent. Et voilà. Alors, ça fera un très beau livre sur l'emploi, l'intérêt et pardon, et la monnaie, et l'argent, voilà. Si ça vous rappelle des choses, c'est pas par accident. Alors, dans ce domaine-là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message hier, un mail, et me dit: regardez, monsieur Olivier Blanchard, à la tête du économiste en chef du Fonds monétaire international, fait son autocritique, professeur à MIT, etc. Il dit qu'on a fait une erreur, qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, la macroéconomie. C'est peut-être, m'ajoute mon correspondant, c'est peut-être un clin d'œil envers vous. Alors, je lis l'article de monsieur Blanchard, et il explique: oui, c'est vrai qu'on s'est planté, on ne comprend plus comment ça marche, etc. Et alors, monsieur Vittori des Échos, qui lui pose la question, il dit: mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et monsieur Blanchard, eh bien, il dit: il faut attendre 10 ans, parce qu'alors on aura de beaucoup plus grosses bases de données, et on aura de plus gros ordinateurs. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait un clin d'œil dans ma direction. Ça veut dire qu'ils sont encore sur leur voie de garage, et qu'ils poussent la vitesse, ils augmentent la vitesse sur leur voie de garage. C'est pas de ce côté-là qu'on va trouver des solutions. Alors, il faut vraiment faire le travail. J'essaie de faire court, hein, parce que sinon je fais de nouveau des vidéos qui durent 20 minutes. De quoi encore je voulais vous parler? Ah oui, simplement dans le Financial Times toujours, un éditorial hier, un truc disant: voilà, regardez, il faut absolument arrêter ce Edward Snowden. Regardez d'ailleurs, c'est un type qui, de toute façon, c'est un ami de la Chine, c'est un ami de la Russie, c'est un ami de Cuba, vous voyez le genre de personne, etc. Alors je lis ça, et je dis: quelle honte, quel scandale, comment est-ce que les gens peuvent écrire des trucs comme ça? Alors, comme je suis abonné pour pouvoir vous donner de nouvelles au Financial Times, je prends ma plume et je vais dans la colonne des lettres à l'éditeur, et je me dis: bon, je vais faire mon petit Don Quichotte, etc. Et aux surprises, je regarde ce que les gens ont écrit avant moi, et il est mis: honte, scandale, dégueulasse, comment vous osez-vous, etc.
que des abonnés, figurez-vous, que des abonnés du Financial Times. C'est quand même intéressant. Il y avait il y avait un ou deux perdus dans la liste qui prenaient le parti de ce journal. Alors c'est bon signe aussi, hein, ça fait partie des bons signes, c'est que les abonnés du Financial Times considèrent que c'est dégueulasse, quelque chose qui est antidémocratique. Il y a eu cette petite discussion continue un petit peu autour de JP Morgan et de ce qui avait été fait dans ce rapport. J'ai fait le boulot que j'ai pu, écrire à ces gens, publier leurs réponses, voilà, et à vous de juger, c'est écrit en anglais et en français. Voilà, on va essayer d'arrêter aujourd'hui là-dessus, et bah, il y aura sûrement encore plein de choses à dire demain. Allez, au revoir.